Le podcast de la CPTS Paris 8. Je suis avec le docteur Jean-Pierre Houppe, cardiologue, et on va parler du stress lié à la maladie. Le psychiatre américain Arthur Kleinman a une belle phrase, il dit « Il y a deux maladies, celle vécue par le médecin et celle vécue par le patient, et ces deux maladies n'ont souvent rien à voir. » C'est une phrase qui peut nous étonner en tant que médecin parce qu'on a l'impression, voilà, on a un patient, il vient de faire un syndrome coronarien aigu, on dilate sa coronaire, il va bien, pour nous tout est guéri, tout est parfait, on a mis les médicaments en place, la prévention, on a tout expliqué, et finalement le patient ne va pas bien. Et c'est quelque chose qui est très intéressant de voir ça. Et donc, la question c'est de se poser, voilà, quelle va être la répercussion pour un patient de la survenue d'une maladie. Pourquoi il va y avoir une telle répercussion? Alors j'aime bien cette phrase de Woody Allen qui nous dit, j'adore cet humour, qui nous dit « Tant que l'homme sera mortel, je ne serai pas totalement rassuré ». Alors c'est une phrase qui a l'air non-sens comme ça, mais qui est absolument fabuleuse, parce que quand on va un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui est vraiment la nature profonde de l'homme. Voilà, c'est le sens de la mort. Qu'est-ce que la mort vient faire dans notre histoire? L'être humain, c'est un être très particulier. L'être humain connaît la fin du roman. Je veux dire par là que je suis, vous êtes, nous sommes arrivés sur Terre sans l'avoir demandé et nous allons en sortir sans le demander, la plupart du temps. Et donc, on connaît la fin, qu'on souvent ne veut pas voir, bien entendu, on va ignorer, on va vivre comme si on était immortel. Et donc, a priori, ce passage entre la naissance et la mort n'a a priori aucun sens. Et il y a un très beau livre de Nancy Houston dans lequel elle dit, elle nous appelle l'espèce fabulatrice, c'est-à-dire que nous allons nous raconter une histoire. Et pour vivre, il faut se raconter une histoire, il faut essayer de trouver un sens à ça. Alors ça a l'air comme ça très psychologique, psychanalytique, philosophique, c'est pas vrai du tout, c'est extrêmement simple. Nous allons trouver un sens et nous allons nous trouver des valeurs et des buts de vie. Donc ces valeurs de vie, ça va être extrêmement simple. Peut-être par exemple que ma valeur de vie, ça va être la famille, ça va être le sport, ça va être la nature. Eh bien très simplement, cet été, j'emmènerai ma famille faire de la randonnée en montagne. Ou ça peut être plutôt la vie intellectuelle, une vie solitaire, une vie en faisant la fête, et j'irai au Festival d'Avignon ou au Festival de jazz à Uzès cet été, goûter les plaisirs du jazz et d'un bon verre de vin du Sud-Ouest. Voilà, c'est ça les valeurs de vie. Or, quand la maladie va arriver, la maladie va faire exploser ce cadre, complètement. Et pour tout le monde. Elle va faire exploser ce cadre. Dans un premier temps, il va y avoir un deuil. Deuil d'une santé parfaite et deuil de l'immortalité. Voilà, quand on fait un syndrome coronarien aigu, qu'on est dans l'ambulance, qu'on est en train de se faire dilater, on frôle la mort. La grande faucheuse est dans la salle de coronarographie. Et le patient le sait bien, on le sait tous. Mais là, on s'en rend vraiment bien compte. Donc, deuil d'une santé parfaite, deuil de l'immortalité. Et puis après, quand ça s'est passé, il va y avoir une deuxième phase qui va être, d'un point de vue psychologique, très complexe parce que la survenue de cette maladie va engendrer, va réactiver plutôt, des phénomènes qui peuvent être anciens, infantiles. C'est-à-dire on va réactiver des peurs qui vont être des peurs très primitives de l'être humain et qu'on avait enfouies pour ne pas le voir. La peur de l'abandon, la peur de la souffrance, la peur de la mort. Et donc, ça, c'est des choses où le patient va devoir s'adapter et ça va être extrêmement difficile. Et puis, il va y avoir aussi une peur globale, c'est-à-dire que le patient va devoir modifier un certain nombre de comportements. Et peut-être qu'il va y avoir des croyances, par exemple, quelqu'un qui, imaginez que voilà, j'ai un accident de voiture, on me coupe une jambe, moi qui suis passionné de vélo, ben, je ne pourrai plus faire de vélo, je vais devoir m'adapter, ça va être extrêmement difficile. Ou je vais peut-être, par exemple, j'ai une valve mécanique, cardiaque, je suis sous traitement anticoagulant, ma passion c'était le parapente, est-ce que je vais encore continuer à faire du parapente? Danger. Ou alors, une peur imaginaire. Moi, je me souviens d'un patient comme ça, je cite souvent,
qui est un jour venu me voir, un an après son infarctus, en me disant maintenant, docteur, est-ce que je peux reprendre mon activité sexuelle? Parce que pendant un an, je n'ai pas eu d'activité sexuelle, parce qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas avoir d'activité sexuelle pendant un an qui suivait l'infarctus. Ce qui était une croyance totalement fausse, bien entendu. Et donc, il va y avoir besoin d'une adaptation, ce que les psychologues de la santé appellent le coping. Alors, c'est un mot qui signifie simplement s'adapter, et on va devoir s'adapter, essayer de trouver une solution à tout ça. Un coping qui peut être basé sur les connaissances, c'est-à-dire que quand on est devant une situation nouvelle, il va bien falloir faire l'acquisition de nouvelles connaissances. Et l'être humain, il fonctionne beaucoup avec sa tête, donc là, ce sera important qu'il y ait des nouvelles connaissances, mais qui est également ce qu'on appelle un coping émotionnel. Comment je vais m'adapter face à ces nouvelles émotions? Et le patient va avoir à ce moment-là, j'allais dire, même si on ne peut pas parler de choix, il va opter pour deux modes, soit un mode actif, qui va être ce qu'on appelle un coping actif, c'est-à-dire qu'il va prendre sa situation en main, à la fois émotionnellement et d'un point de vue cognitif, ou alors il va avoir un mode plutôt d'adaptation passif avec un risque de dépression. Et tout le rôle, je veux dire, de la prise en charge du patient, en particulier en réadaptation, ça va être de pouvoir lui faire trouver un mode de coping qui va être actif et de voir arriver, de voir se mettre en place des nouvelles valeurs de vie. C'est-à-dire que moi, je ne dis jamais à un patient que sa vie, après son infarctus, sera la même qu'avant. Elle ne sera pas la même. Elle sera autre, elle sera sans doute, elle peut être aussi bien, elle peut être mieux, parce qu'il va avoir compris un certain nombre de choses, mais ce ne sera plus la même. Et donc, réussir à trouver des nouvelles valeurs de vie, il y a un certain nombre de publications qui ont montré que c'était quelque chose qui était important, c'est un facteur extrêmement protecteur. Hein. On a montré que retrouver des nouvelles valeurs de vie, il y a quelques publications qui nous montrent que c'est un facteur protecteur avec un hazard ratio qui est à 0,28, ça veut dire qu'on a plus de 70% de réduction du risque. Donc voilà, tout ça c'est le modèle théorique. Après ça, dans la pratique, qu'est-ce que ça va faire pour nous quand le patient va arriver? Ben, la première chose, pour le patient, chez pas mal de patients, en réaction, les grands modes de réaction à la maladie, ça va être le déni. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Et le déni, ce n'est pas un mode de défense, c'est un mode de défense, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est une réalité. Le patient dénie vraiment la situation. Donc, pourquoi il va dénier? Eh bien, tout simplement pour ne pas avoir à vivre cette charge émotionnelle qui est extrêmement difficile pour lui. Donc, ça, c'est un message qui est très important. Ça ne sert à rien du tout, de vouloir diminuer le déni d'un patient en lui apportant des connaissances intellectuelles. Le patient n'est pas dans l'apprentissage de connaissances intellectuelles. Il va falloir l'aider à vivre émotionnellement ce qu'il est en train de vivre, cette souffrance, cette peur de la mort, avec également un travail motivationnel, mais c'est par un soutien émotionnel et motivationnel qu'on va pouvoir faire dénier le patient. C'est une situation qui est très très difficile à vivre pour les soignants, parce qu'on a l'impression qu'on se heurte à un mur, mais vraiment c'est un travail émotionnel pour le patient avec l'aide de son entourage médical. La deuxième réaction, ça va être des réactions d'anxiété. Alors l'anxiété, c'est quelque chose qui est important. On considère qu'il y a environ... On considère que tous les patients qui vont avoir un problème cardiaque face à la maladie, 100% ont une souffrance émotionnelle, plus ou moins importante, mais tous les patients souffrent, ce sera anormal de ne pas souffrir. Hein, ou alors on est dans le déni. Grosso modo, on dit qu'il y a 30% de patients anxieux. Cette anxiété qui va souvent se pérenniser avec une anxiété généralisée, et on va avoir grosso modo une augmentation du risque de récidive d'infarctus qui est environ par 2,2 à 2,3. Donc c'est non négligeable. Là, à côté de l'anxiété, il y a la dépression. Alors la dépression, c'est vraiment le poison post-événement cardiovasculaire, parce que le risque augmente encore plus, à la fois le risque d'événement global, de mortalité non cardiovasculaire et d'événements cardiovasculaires, avec un risque, selon les publications, est proche de 3. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important, et il va y avoir nécessité d'une prise en charge, en sachant que, malheureusement, contrairement à ce que certains pensent, les antidépresseurs sont très très peu efficaces sur cette prise en charge, même s'ils peuvent être éventuellement utilisés au départ, mais ils sont très peu efficaces. Une chose qui est également très importante, c'est le stress post-traumatique. On sait que le stress post-traumatique
est un élément déclencheur d'infarctus. Il y a ça a été montré déjà depuis un certain nombre d'années, mais par exemple, on a montré, une équipe toulousaine a montré qu'à la suite des événements, des attentats de Paris, on avait eu une augmentation des hospitalisations pour infarctus et mort subite dans la région toulousaine. Donc, on sait qu'un événement traumatisant augmente le risque d'infarctus, mais également d'autres déclencheurs, mais surtout d'infarctus. Mais ce qui est important, c'est comme la poule et l'œuf, c'est-à-dire que l'infarctus, mais pas simplement l'infarctus, tout événement cardiovasculaire, ça peut être une annonce, d'accord ? J'annonce au patient qu'il a une maladie annulo-ectasiante, par exemple, qu'il a une dilatation de l'aorte ascendante et qu'il va devoir se faire opérer. Il prend ça dans la figure, c'est un vrai traumatisme. Le mot est un traumatisme. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être très difficile à vivre. Donc cet événement, mais ça peut être également une coronarographie, ça peut être la pose d'un stimulateur cardiaque, la pose d'un défibrillateur. Tout événement cardiovasculaire va être déclencheur d'un stress et donc d'un traumatisme et éventuellement d'un stress post-traumatique. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que souvent les cardiologues, les médecins l'ignorent, pensent que c'est une dépression alors que le tableau clinique du stress post-traumatique, c'est tout à fait différent. Il faut savoir que devant l'irruption de la grande faucheuse, devant l'irruption de la mort, c'est insupportable pour un être humain, donc on va se dissocier. On se dissocie et on va avoir une partie de nous qui sera là, qui va assister à la scène, et une partie de nous qui va essayer de ne pas y assister. Mais en fait, on y assiste. Et donc, le souvenir, cette scène va revenir, elle va revenir de différentes façons. Et donc, c'est intéressant d'interroger les patients là-dessus. Ça va revenir par ce qu'on appelle des phénomènes de flashback, soit des cauchemars, où le patient a l'impression de revivre la scène. J'avais un patient comme ça qui me racontait que régulièrement, il entendait, parce qu'il avait eu un infarctus avec des choses un petit peu compliquées, et il entendait l'anesthésiste en boucle dans sa tête qui disait « on va le perdre, on va le perdre, on va le perdre ». C'est extrêmement traumatisant d'entendre un mot comme ça alors qu'on est conscient et qu'on se rend compte de ce qui se passe. Donc, phénomène de cauchemar, phénomène de flashback, également une réactivité émotionnelle extrêmement importante. Les patients ont l'impression d'être à l'affût, avec également une diminution d'énergie. Donc, ce stress post-traumatique va devoir être pris en charge globalement, également comme l'anxiété et la dépression. Alors, dans le stress post-traumatique, on peut parler de la survenue de la maladie, de la survenue d'un événement aigu, qu'il s'agisse d'un infarctus, d'un arrêt cardiaque, des choses comme ça qui vont être extrêmement violentes. Et là, à l'évidence, on va se dire il peut y avoir un stress post-traumatique. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus ténu, c'est beaucoup plus insidieux, j'allais dire. Et les médecins doivent être sensibles à ça. C'est-à-dire que l'être humain est un être parlant. Nous parlons et les mots peuvent avoir une puissance énorme. Pour ceux qui ont un petit peu un bagage psychanalytique, on sait bien que l'être humain étant parlant, la parole est une énergie dans les deux sens. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je me donne une certaine énergie et quand j'entends un mot, je vais recevoir une certaine énergie. Et il faut bien savoir qu'il peut y avoir des mots qui vont être des mots constructeurs, des mots guérisseurs et des mots qui peuvent être extrêmement traumatisants. C'est-à-dire que peut-être dans votre enfance, vous avez entendu des mots constructeurs, des mots qui ont permis de soutenir, de motiver, ou peut-être que vous avez entendu des mots qui peuvent être plus difficiles en disant on ne peut pas te faire confiance, tu n'y arriveras pas, tu verras ça quand tu seras plus grand. Voilà, c'est des choses qui paraissent simples mais qui sont dans notre vie à tous. Et en tant que médecin, nous pouvons avoir, sans nous en rendre compte, un effet traumatisant à notre insu. Alors quelquefois, c'est pas à notre insu parce qu'on ne fait pas attention. Mais il y a des termes qui peuvent être difficiles. Quand on parle à quelqu'un, par exemple, d'une insuffisance rénale terminale, c'est quelque chose qui va être difficile. Quand on parle en cardiologie d'une plaque vulnérable, ça va être quelque chose qui va être difficile pour le patient. Et il faut essayer de bien maîtriser son langage, même si parfois il y a des choses où on ne s'en rendra pas compte de ce qui se passe, parce que c'est le vécu du patient qui va recevoir ce mot.
Mais on a tous en tête comme ça, moi j'ai en tête une patiente qui était venue me voir après une conférence que j'avais faite sur le stress post-traumatique, qui avait vu un collègue, et donc cette patiente avait une tumeur, un myxome de l'oreillette gauche, et le cardiologue qui l'avait vu lui avait dit « Madame, il faut vous opérer tout de suite parce que sinon vous allez mourir ». Voilà, c'est un mot qui est extrêmement traumatisant. On peut essayer de faire l'annonce d'une autre façon, même si c'est très difficile. Hein. J'essaye d'avoir cette expérience de langage, et il m'arrive de dire des mots malheureux. Et pour moi qui ne sont pas malheureux, mais ils sont vécus comme malheureux pour le patient. C'est extrêmement intéressant et extrêmement important dans la prise en charge du patient, de pouvoir avoir cet échange. Par exemple, un patient qui revient après un événement coronarien aigu ou n'importe quel autre, enfin, une angioplastie, un remplacement valvulaire, un patient cardiaque, de lui dire simplement comment vous vous sentez psychiquement, comment ça se passe, comment vous vivez ça. Voilà, de pouvoir réussir à faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue. Il ne faut pas oublier que la médecine est biopsychosociale. Biopsychosocial, ça veut dire, c'est Georges Angel en 1977 qui nous l'a montré, c'est-à-dire qu'on va avoir une répercussion à la fois de la biologie, du psychique et du social. En termes clairs, pour un infarctus, je fais un infarctus parce que je fume parce que je suis stressé parce que mon usine va fermer, c'est biopsychosocial, et nous, on va devoir prendre ça en charge, à la fois pour les causes, mais également les conséquences, c'est-à-dire que voilà, je fais un infarctus, ça me déprime, je suis triste, je ne suis vraiment pas heureux du tout, et mes amis ne viennent plus me voir parce qu'ils en ont assez de me voir un petit peu tirer la tronche. Donc c'est cette boucle biopsychosociale, et un médecin, à mon avis, qui ne s'occuperait que du côté biomédical, dans lequel nous avons essentiellement été formés, passerait à côté, et passe à côté de beaucoup de choses, parce que cette maladie est globale. On va parler de l'entourage peut-être là. Ouais. On y va? Ouais. Maladie qui est biopsychosociale, et c'est très important de voir qu'un malade n'est pas isolé. Un malade est dans un groupe. Il est dans un groupe humain, et en particulier dans sa famille. Donc la survenue d'une maladie va impacter obligatoirement l'entourage. On sait par exemple que ça a été montré, la survenue d'un infarctus, oui, d'un événement coronarien aigu. Il y a une belle publication qui est sortie en 2012 d'un auteur qui s'appelle Karen Carl Larsen, qui avait montré qu'on augmente le risque de suicide de sujets sains, sans antécédents psychiatriques, on le multiplie par 3,5 dans les suites immédiates d'un infarctus. Ça, c'est vrai pour le sujet, mais c'est vrai également pour l'entourage. C'est-à-dire que l'entourage va avoir une souffrance extrêmement importante de voir un conjoint, par exemple, devenir malade. Et donc, c'est de la dynamique des groupes. Je veux dire que le fait que quelqu'un devienne malade va modifier son entourage. Il peut y avoir un entourage qui va être hyper protecteur, il peut y avoir un entourage qui va être déniant, il peut y avoir... Et va s'activer, la maladie va activer un certain nombre de phénomènes dans le groupe, que ce soit pour l'entourage proche, c'est-à-dire le conjoint, mais également les enfants, les amis. Voilà, le fait d'être malade, ce ne sera plus jamais la même chose. Et il va y avoir des choses qui vont se déclencher et qui vont devoir, s'il y a une demande d'aide, bien entendu, devoir également être prises en charge. La souffrance, et c'est vrai pour les problèmes coronariens, c'est encore plus vrai pour l'insuffisance cardiaque, avec quelque chose sur lequel certains travaillent, qui est le syndrome d'épuisement de l'aidant. C'est-à-dire que quand on est, en particulier dans les phases d'insuffisance cardiaque terminale, la plupart du temps, vous savez bien que l'insuffisance cardiaque, elle survient rarement à 25 ans, elle survient plutôt chez des gens âgés, et de plus en plus chez des gens très âgés. Donc on va avoir des couples qui peuvent être âgés, dont l'un peut déjà avoir une pathologie, et il va devoir s'occuper de l'autre en insuffisance cardiaque. Et moi, je vois et j'ai vu régulièrement des conjoints venir me demander de l'aide parce que c'était insupportable psychiquement, mais également insupportable
physiquement, on est dans un vrai tableau qui ressemble au burn-out professionnel, où on va avoir un épuisement. Et ça doit également être pris en charge par des groupes de parole, par un certain nombre de choses. Alors c'est sûr que ce n'est pas le cardiologue qui doit s'occuper de tout ça, c'est une prise en charge qui va être globale avec un certain nombre d'acteurs, acteurs de santé, qui vont pouvoir aider l'entourage cardiologique.